À la une de ce 13h, attaque à Seitenga dans le Sahel, on enregistre plusieurs morts et des déplacés. L'attaque a été perpétrée par des hommes armés non identifiés et aucun bilan officiel n'est établi jusque-là. On analyse la situation dans ce 13h avec notre spécialiste politique Ben Abougma, déjà installé sur ce plateau. Santé dans ce 13h, un CSPS pour la population de Wahablé dans le sud-ouest. Il est doté de matériel médico-technique et équipé d'un réseau solaire photovoltaïque. Le coût global de réalisation et d'équipement est de 223 millions de francs CFA, entièrement financé par le budget de l'État. Image de l'inauguration dans un instant avec nos reporters. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Truth TV. Une attaque terroriste endeuille Seitenga dans le nord. Dans la nuit de samedi à dimanche, des hommes armés non identifiés ont fait irruption dans le village de Seitenga, tuant plusieurs personnes et contraignant d'autres à fuir les lieux. Aucun bilan officiel n'est dressé pour l'instant, mais selon la direction générale régionale de l'action humanitaire de Dori, plus de 3173 personnes sont enregistrées ce 12 juin par ces équipes. Parmi ces 3173, on dénombre 500 femmes et 2173 enfants. Ces personnes sont venues de Seitenga et de Titabe dans la commune voisine. On en parle avec Ben Abougma sur ce plateau. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Nadine, merci de me recevoir. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on sait du Seitenga? Alors, ce qu'on sait que c'est de Seitenga, c'est une localité qui est située dans la limite avec le Niger parce que c'est à la frontière avec le Niger. C'est une commune rurale qui est à pratiquement 45 km de Dori, qui est le chef-lieu de la région du Sahel, parce que Seitenga, c'est 45 km de Dori. Donc, quand vous avez donné les chiffres par rapport au mouvement des populations, les 3000 et quelques qui y sont, naturellement, ils sont venus de Seitenga, parce que ça fait 45 km. Donc, c'est pas aussi distant de la ville de Dori. Ce qu'il faut dire également, c'est que ça fait 27 villages, parce que c'est une commune rurale. C'est un village de la province du Séno. Donc la province du Séno. Donc, le chef-lieu, c'est la région c'est Dori qui est la région du Sahel. Donc, c'est ce qu'on sait comme localité de Seitenga. Seitenga a également fait l'objet de plusieurs attaques terroristes. Et le dernier en date, c'est le détachement qui a été attaqué le jeudi dernier, c'est-à-dire le 9 juin dernier, aux environs de 18h. D'accord, une attaque donc qui touche Seitenga, aucun bilan officiel n'est donné pour l'instant. On se fait juste des idées sur l'ampleur de cette attaque. Effectivement, aucun bilan officiel n'a été donné. Ce qu'on sait, c'est chacun y va de son commentaire, chacun se dit c'est ceci, c'est cela. Donc, on n'a pas de bilan officiel. C'est-à-dire ce qui a été donné de voir, c'est le mouvement des populations. Au moins, ça, c'est clair. Le mouvement des populations est tellement clair, parce que quand on tient compte des chiffres que vous avez donnés, on est à 3173 personnes qui se sont déplacés, femmes et enfants, et qui se sont déplacés à Dori. Donc, dans ces conditions, c'est ce qu'on a d'abord. Maintenant, sur le bilan terrain, les victimes sont combien, le nombre de blessés, ça, on ne l'a pas. L'autre bilan qu'on a qui est officiel, effectivement, c'est le bilan de l'attaque terroriste. Le bilan de l'attaque terroriste, du détachement, et ça, c'était le jeudi 9, aux environs de 18h. Là, il y a 11 forces de défense et de sécurité qui sont tombées. Ça, il est officiel. Mais par rapport à ce qui est intervenu après ça, on les a pas pour le moment de façon officielle. D'accord, Ben Abougma, on va revenir tout de suite pour continuer cet entretien. Okay. Mais pour l'instant, on va joindre Yaya Milogo et avec lui, il sera également question de Seitenga. Bonjour Yaya Milogo. Oui, bonjour. Il est question de déplacer en masse qui arrive à Dori en provenance de Seitenga. Quelle est la situation présentement? Il faut dire que depuis hier matin jusqu'à ce matin, les gens continuent de descendre sur Dori. Et certains avec le peu qu'ils ont pu en tout cas récupérer. Mais bon, pour le moment, la population vraiment est dans le désarroi. Malgré l'arrivée à Dori, vraiment, ça ne suffit pas du tout. Y a-t-il une organisation mise en place pour s'occuper d'eux? Bon, pour le moment, une organisation comme ça, c'est non. On est juste en train de faire le dénombrement avec l'action sociale et puis l'appui de la Croix-Rouge. À part ça, vraiment, il n'y a pas un dispositif, à ma connaissance en tout cas, qui est mis en place. Parce que depuis hier, on était sur le terrain. Vous êtes donc du MBDHP, vous recensez les cas de violence et de violation des droits humains. Quels sont les témoignages des déplacés sur ce qui s'est passé à Seitenga? Bon,
Pour ce qui concerne vraiment des violations, il faut dire que le fait de se retrouver déjà hors de sa localité, ça fait toujours déjà une violation des droits. Et en ce qui concerne aussi les pertes en vies humaines, c'est vraiment une situation totalement terrible à Setenga, on dira ça comme ça. Sans compter aussi les biens qui ont été enlevés, détruits, par-ci, par-là, dans la localité. Ce qui a vraiment conduit les enfants, les femmes et les vieillards, tous ceux qui ont pu s'échapper vraiment à la région d'Ouri. D'autres, on n'a même pas les nouvelles, d'autres se retrouvent dans d'autres villages, d'autres départements. Vraiment, pour le moment, c'est un peu... on n'a pas une situation vraiment une maîtrise totale de la situation. Et Yaya Milogo, pour terminer, quelles sont les urgences pour s'occuper des déplacés qui viennent en nombre? Il faut dire qu'actuellement, l'urgence vraiment, c'est de trouver où les reloger, où les installer, et aussi leur apporter un soutien vraiment alimentaire, vestimentaire aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des enfants qui font partie de ces déplacés, vraiment un grand nombre, et des femmes. Voilà, des femmes qui arrivent pratiquement avec rien, des enfants qui arrivent, d'autres qui ne savent pas où se trouvent leurs parents. Franchement, il y a un besoin vraiment crucial à faire. Et comme le nombre aussi est vraiment énorme, le besoin actuellement urgent, c'est de les installer et trouver vraiment quelque chose pour eux pour qu'ils puissent s'alimenter et vraiment s'habiller. Surtout que le problème d'eau aussi commence à devenir un peu crucial à Dori. Merci à vous pour tous ces éclaircissements. Vous venez donc d'entendre Yaya Milogo. Il est le président de la sous-section MBDHP de Dori. Je reviens donc à vous, Monsieur Bernard Bougman. Il semblerait que la population de Setenga a été déjà harcelée par les groupes armés et plusieurs fois même alertée. Oui, tout à fait, harcelé, parce que d'ailleurs, en juillet 2021, il avait été indiqué qu'il y avait eu ces attaques-là qui avaient été effectivement menées. Donc, comme c'est d'abord une localité frontière, donc c'est très proche du Niger, donc c'est une localité qui est très fragile également. Il y a un détachement qui est, mais qui fait l'objet de harcèlement. Setenga d'ailleurs fait aussi l'objet de harcèlement. Je suis d'accord avec effectivement votre terme. Donc il y a eu plusieurs attaques, il y a eu plusieurs exactions qui ont été, même le poste de douane à un moment donné effectivement a été attaqué. Donc compte tenu de cette situation, parce que c'est une localité qui est stratégique, comme elle est frontalière, stratégique pour les groupes armés terroristes, stratégique également pour le Burkina Faso. Donc naturellement, ça demande de renforcer le dispositif sécuritaire. Malheureusement, le verrou a sauté parce qu'avec la dernière attaque, ce qui nous revient comme information, c'est que la police et la gendarmerie ont plié bagage. Et donc, alors que c'est après ça que cette attaque est intervenue. Donc tout porte à croire qu'il fallait créer cette situation pour pouvoir agir. Donc, effectivement, les forces de défense et de sécurité ont plié bagage compte tenu de la situation qui devenait de plus en plus intenable. Je disais que la dernière attaque de jeudi, par exemple, a coûté la vie à 11 éléments des forces de défense et de sécurité. Vous l'avez si bien dit, le 9 juin dernier, la gendarmerie de Setenga a subi une attaque des groupes armés. Elle a plié bagage, laissant la population face à son destin. Et malheureusement, la nuit du 11 au 12 juin a été un cauchemar pour ces populations. Notre armée a-t-elle fui ses responsabilités? Alors, l'armée a-t-elle fui ses responsabilités? Pas, oui ou non, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une population qui est laissée à elle-même, qui est impuissante par rapport à ce qui a été donné de voir. Effectivement, on a besoin de forces de défense et de sécurité qui vous protègent, qui deviennent votre bouclier. Mais quand à un moment donné, cette même force de défense et de sécurité est harcelée, est obligée de libérer les lieux, effectivement, alors là, est-ce qu'il faut parler de démission ou bien être réaliste par rapport à la réalité du terrain? Parce que ça va demander des hommes et de la logistique. Nous n'avons pas suffisamment de logistique, nous n'avons pas suffisamment d'hommes pour faire face à une situation. Parce que ici, ce qui est mis en index, le Burkina Faso ne pourra pas. J'ai dit de l'autre côté, c'est le Niger. Donc, le mieux, c'est de mutualiser effectivement les forces pour qu'ils ne quittent pas le Burkina aller taper ou bien quitte le Niger venir taper au Burkina. Donc, il y a d'abord cette conjugaison des efforts au niveau de la frontière. Et ensuite, il y a aussi que c'est de la responsabilité de notre État de pouvoir assumer la sécurité des Burkinabés. Donc, ici, je pense que c'est un État dans tout son ensemble qui a failli. Ce n'est pas seulement que l'armée, c'est l'État dans tout son ensemble qui a failli. Parce que depuis 2015, depuis les premières attaques terroristes jusqu'à aujourd'hui, si au niveau frontière, au niveau fragile,
on n'arrive pas effectivement à contenir les choses, ce n'est vraiment pas évident. Et ce qui a été donné de voir, c'est horrible. Madame Boukma, la situation telle qu'elle se présente risque de donner raison à toutes ces personnes qui estiment qu'il faut donner des armes aux populations pour qu'elles se défendent elles-mêmes. Oui, et là, c'est un couteau à double tranchant. C'est très délicat, cette option. Vous les armez et vous les contrôlez comment? Après, vous récupérez comment les armes quand la situation revient à la normale. Parce qu'une arme, pour qui il a déjà tenu, une arme confère un certain pouvoir et un certain état d'être que vous craignez que si on vous l'enlève, vous devenez effectivement fragile et faible. Donc, naturellement, ça confère une force. Et si on vous l'enlève, ce n'est pas aussi évident. Donc, armer, oui, mais comment on désarme? Et après, on réinsère ce qu'on a armé pour la circonstance. L'un des exemples qui a plus ou moins marché, c'est l'Algérie, le cas de l'Algérie. Mais ils sont effectivement nombreux qui demandent que les populations soient armées. Ce qui est donné comme option, c'est-à-dire que l'armée accepte, mais avec le contrôle des éléments des forces de défense et de sécurité. Même s'il y aura des armes, c'est ou des éléments de l'armée burkinabé qui vont contrôler. Là, on sait il y a combien de VDP, il y a combien d'hommes qui sont armés dans telle localité et ils sont sous le commandement de qui. Et ensuite, quand ils vont où et ils reviennent, en ce moment, vous pouvez contrôler les armes. Mais s'il faut aller donner comme ça à la population sans contrôle, il y a même un risque que ces armes puissent être détournées contre les autres populations. On l'a vu également dans plusieurs autres pays. C'est une des solutions. Est-ce que c'est la meilleure? Sinon, en temps normal, ce sont les forces de défense et de sécurité qui sont chargées de sécuriser les populations. Et quand c'est les civils qui prennent le relais, effectivement, il y a inversion des tendances. Merci Bernard Boukman pour toutes ces analyses. Je rappelle que je recevais pour vous, Bernard Boukman, le chef de desk politique de Twi TV et Watt FM. Dans la suite de ce 13h, lutte contre le terrorisme, le Centre pour la gouvernance démocratique, CGD, a tenu samedi un dialogue démocratique. La problématique au centre des débats, pourquoi des Burkinabés prennent-ils des armes contre d'autres Burkinabés? Parmi les panélistes, le professeur Augustin Loada, le journaliste Atiana Serge Oulon et le magistrat Antoine Kabouré. Tous ont expliqué que les Burkinabés sont de plus en plus nombreux au sein des groupes armés et constituent entre 90 et 95% des combattants actifs. On en parle avec Michael Tougré. Pour ce dialogue démocratique, 3 profils pour aborder la thématique: l'enseignant-chercheur, le professeur Augustin Loada, le journaliste et spécialiste des questions sécuritaires, Atiana Serge Oulon, et le magistrat Antoine Kabouré. Pourquoi des Burkinabés prennent-ils des armes contre d'autres Burkinabés? C'est la thématique au cœur du débat. Des différentes études, notamment celle de International Crisis Group en 2017, le Burkina Faso abritait déjà un groupe terroriste endogène, Ansarul Islam, dirigé par Malam Dicko. Aux côtés de ces groupes terroristes, il faut ajouter d'autres acteurs aussi importants, composés de Burkinabés, va expliquer le professeur Augustin Loada. Il y a 2 types. Il y a un noyau qui est resserré autour d'idéologues, partisans notamment d'un islam radical. Et puis, à côté d'eux ou autour d'eux, il y a aussi des insurgés, entre guillemets, aux motivations qui sont diverses et locales. Voilà. Auxquelles les chercheurs ajoutent, bien entendu, les groupes locaux d'autodéfense et puis ce qu'ils appellent aussi les milices ethniques qui ont pullulé dans la région et qui sont impliqués dans la violence à partir de 2 dynamiques. D'un côté, ces groupes d'autodéfense et ces milices s'organisent pour défendre leur communauté et profitent pour régler des comptes pour, je dirais, aussi obtenir des gains économiques. Cela n'est plus un secret. Des Burkinabés ont pris des armes contre leur pays. Mais pourquoi une telle radicalisation contre sa nation? Selon le journaliste Atiana Serge Oulon, la plupart de ces Burkinabés désormais radicalisés sont bien connus des services de sécurité. Des différentes attaques de Ouagadougou, tout comme celle du poste de gendarmerie de Samourogoin le 9 octobre 2015, ont bénéficié d'un important appui de Burkinabés. Il y avait des individus comme Oumar Idrissa Bouli, dit Oumé, qui était en fait quelqu'un déjà connu dans la région du Soum comme étant un délinquant, un bandit connu des services de sécurité. Au Burkina, si on parle de terroristes aussi, on ne peut pas, pour comprendre la situation, ne pas évoquer Abdoulaye Sawadou, abattu à Rayongo en mai 2018. Les 3 attaques terroristes qui ont été perpétrées à Ouagadougou portent plus ou moins sa touche. Ceux qui prennent les armes contre le Burkina sont majoritairement des Burkinabés. Et à peu près, ils ont le même profil. Et comme je l'ai dit, c'est souvent des illettrés. Vous avez
différents profils, des sans-emploi, des ouvriers, des bergers, des cultivateurs, des commerçants. Le dernier panéliste de ce dialogue démocratique organisé par le CGD, Centre pour la gouvernance démocratique, est le magistrat Antoine Kabouré. Dans son exposé, il est question de parler du rôle de la justice burkinabé dans la compréhension du phénomène des attaques armées. En Conseil des ministres, le 1er juin dernier, le ministre en charge des affaires religieuses a fait une communication orale sur la nécessité de contrôler le contenu des messages religieux véhiculés en raison de la situation sécuritaire. La coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso est contre cette initiative qui, selon elle, vise à empêcher les musulmans de prêcher leur religion. Les responsables étaient face à la presse ce 11 juin pour dénoncer et inviter le ministre à surseoir à ce projet. Abdourahmane. La coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso se dit frustrée par la volonté du ministre en charge des cultes de contrôler le contenu des messages religieux. Pour les responsables, les musulmans se sentent directement concernés par cette mesure qui, selon eux, vise à empêcher les musulmans de transmettre le message de l'islam. Ils sont remontés contre cette attitude du ministre qu'ils qualifient d'ingérence du politique dans les affaires religieuses. La CJMB, en tant que structure en avant-garde de la protection des intérêts et des valeurs de l'islam, ne saurait tolérer que quiconque, quel que soit son rang, son titre ou sa qualification, mette une corde au cou de l'islam et de nos leaders religieux. Dire à un imam sur son mimbar, c'est-à-dire sur sa chaise de l'imam, tu dois dire ceci ou bien tu dois faire attention à ceci, ça n'apporte pas la paix. On a vu ailleurs comment les gens se sont comportés. On a voulu museler les musulmans, mais finalement ça n'a rien apporté comme paix. Ça ne fait qu'exacerber la haine. Même si elle est contre ce contrôle, la coordination estime que les musulmans ne se reprochent rien. Le message de l'islam est toujours pacifique et invite à la bonne cohabitation. Le travail que nos prêcheurs font, il n'y a pas quelqu'un qui incite qui que ce soit à la violence, au grand jamais. En islam, ce n'est pas une religion de contrainte. Il n'y a pas de contrainte en islam. Le Coran dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Celui qui veut être musulman, il se convertit à l'islam. Celui qui ne veut pas être musulman, il est libre d'aller ailleurs, soit il part dans une autre confession religieuse, ou bien il peut ne même pas croire à l'existence de Dieu. L'islam ne contraint personne à être religieux ou bien à être dans telle religion. En tout cas, nos prêcheurs ici, vous savez que ce qu'on est en train de vivre, surtout l'épreuve du terrorisme qui frappe le Burkina, c'est des choses qui sont venues d'ailleurs, ce n'est pas né au Burkina. La coordination des jeunes musulmans du Burkina Faso invite le gouvernement à abandonner ce projet. Si le gouvernement persiste, les responsables comptent mener des actions pour se faire entendre, car pour eux, ce projet va entraîner plus de problèmes au Burkina qu'il ne va en résoudre. L'association Africa Peacemaking System, en collaboration avec l'association Femmes en Marche, a tenu ce samedi un panel sur le rôle de la femme et de la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme et les idéologies extrémistes. Cette rencontre avait pour objectif d'interpeller et d'outiller les femmes et les jeunes sur leurs responsabilités. C'est un panel qui a été animé par des experts en sécurité. Mamidriana Kamabo. Mahamoudou Savadogo, expert en sécurité, dans sa communication a fait état de lieu de la situation sécuritaire au Burkina Faso. En plus de l'état de lieu de la crise, le panéliste a aussi parlé du mode opératoire des groupes armés non identifiés qui attaquent les Burkinabés. Il a aussi dans son exposé relevé les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Pour lui, il faut que le gouvernement poursuive sa stratégie de sensibilisation de la population. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de cette sensibilisation en zone urbaine. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités en engageant les jeunes et en leur donnant la vision et la ligne de conduite. Il a souligné dans ce propos que la femme a un rôle primordial à jouer dans la lutte contre le terrorisme. Ici, nous avons affaire à une guerre de stratégie, une guerre des cœurs. Et pour gagner le cœur de ces groupes armés terroristes, pour gagner le cœur de cette bataille, c'est la femme qui peut arriver à travers des discours moins radicalisés, à travers un discours de paix et aussi à travers des sensibilisations et surtout l'éducation des jeunes. Pour moi, aujourd'hui, l'État doit mettre l'accent
sur la femme en lui donnant, en lui facilitant l'accès à l'information et l'accès surtout à l'éducation, afin qu'elle puisse transmettre ce qu'elle sait mieux faire à ses enfants, c'est-à-dire la culture de la tolérance, la culture de la paix. La deuxième communication s'est articulée sur les causes du terrorisme et les idéologies extrémistes et leur impact sur le développement intégral des jeunes et des femmes. Selon Hamidou Ilboudo, la pauvreté extrême, le chômage et l'absence d'opportunités d'emploi sont entre autres les causes internes de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Pour ce panéliste, les jeunes et les femmes sont les personnes les plus touchées dans cette crise. Pour inverser la tendance, Hamidou Ilboudo appelle les jeunes et les femmes à s'engager davantage dans cette lutte. Contribuer de manière active à la sensibilisation afin que les jeunes qui n'ont pas encore basculé du côté des groupes armés, en tout cas ne basculent pas, et ceux qui sont en tout cas au niveau des groupes armés aujourd'hui là, puissent en sortir. Comment les femmes pourront contribuer à la gestion de cette crise? C'est laquelle Absa Diallo a donné sa lecture. Pour elle, chacune des femmes du Burkina Faso doit apporter sa pierre dans le processus de recherche de la paix. La femme doit se lever d'abord. Elle doit comprendre qu'elle est une actrice et non spectatrice de ce qui se passe. Et elle doit s'organiser, que ce soit en communauté, que ce soit en association, que ce soit de façon individuelle. C'est prendre conscience même déjà qu'elle a un rôle à jouer. Tant que cette prise de conscience ne sera pas effectuée, il n'est pas évident aujourd'hui qu'on arrive à trouver des solutions. Donc, une fois qu'elles seront organisées, elles vont, en tant que cellule, en tant qu'organisation, pouvoir mettre des stratégies en place, notamment, comme nous disons, des ateliers qui peuvent être de réflexion ou d'action, surtout, les amener à contribuer au changement. Notons que ce panel a été initié par l'association Africa Peacemaking System. Il a pour but d'interpeller et outiller les femmes et les jeunes sur leur rôle dans la lutte contre le terrorisme et les idéologies extrémistes pour la construction d'un Burkina de paix et de vivre ensemble. Je le disais en titre, la population de Wahablé, commune de Oronkwa, dans le Yoba, région du Sud-Ouest, a bénéficié d'un centre de santé et de promotion sociale, une formation sanitaire pour renforcer l'offre de soins dans cette localité du pays. Il est l'œuvre du PRISE, le programme de renforcement des infrastructures socio-économiques, et s'inscrit dans une approche d'investissement durable dans les secteurs sociaux pour un développement inclusif des communautés. Les images de la cérémonie d'inauguration avec Alexis Wenkou. La joie est manifeste au sein de la population de Wahablé, commune de Oronkwa, dans les Yoba, région du Sud-Ouest. Elle vient de bénéficier d'un centre de santé et de promotion sociale, CSPS. Il est composé entre autres d'une maternité, d'un dispensaire, d'un dépôt pharmaceutique, de logements pour les agents de santé et d'un château d'eau. Il est doté de matériel médico-technique et équipé d'un réseau solaire photovoltaïque. Le coût global de réalisation et d'équipement se chiffre à 223 millions de francs CFA, entièrement financé par le budget de l'État. L'objectif est d'améliorer l'accessibilité de la population aux soins et aux services de santé de qualité. Nous avons conscience que la situation sécuritaire fait que tous les efforts doivent être orientés en priorité aux actions pour faire en sorte que nous revenons dans la quiétude au Burkina Faso. Mais il ne faut pas oublier que le développement est aussi un facteur, le développement économique et social. Donc quand nous réalisons ce type d'infrastructure, nous participons à mettre en place le développement social. Et je pense que c'est un élément aussi qui peut réduire les causes qui nous amènent à ces actions terroristes. Donc faire du développement et faire la lutte contre le terrorisme, et ces deux facteurs-là permettront de nous ramener donc dans la quiétude et de façon durable. Cette formation sanitaire contribuera à réduire le rayon moyen d'action du district sanitaire à 4,7 km en rapprochant plus de 4000 habitants à des services de santé de proximité. Le chef du département de la santé s'est réjoui de la mise à disposition de ce joyau. Comme vous le constatez, va permettre une meilleure accessibilité géographique des populations de Wahablé à des services de santé et de nutrition de qualité.
Ce joyau permet de réduire le rayon moyen d'action théorique, c'est-à-dire la distance moyenne parcourue par les populations pour atteindre un centre de santé à 4,7 km, ce qui est en deçà de la norme nationale qui s'établit à 5 km. Donc c'est vous dire toute l'importance de ce joyau. La gratitude est traduite par la population de Ouahablé au gouvernement pour la réalisation de ce joyau qui vient renforcer davantage la santé de la population. On ne s'attendait pas à ça. Vraiment, on voulait qu'on nous assiste pour les premiers soins de santé dans le village, mais ça a dépassé nos attentes. Vraiment, en tout cas, le programme a largement satisfait nos attentes parce qu'effectivement, comme je l'ai dit dans mon intervention, nous on disait, mais on a demandé un centre de santé et on vient nous construire un centre médical. La réalisation de cette formation sanitaire vient compléter à 5 le nombre de centres de santé dans la commune de Oronkoa. Mais l'insuffisance du personnel et la faiblesse des équipements dans la plupart de ces CSPS sont des difficultés pour leur bon fonctionnement. Le ministre en charge de la Santé a pris l'engagement de résoudre ces difficultés. C'est une première pour le lead vocal du groupe Magic System à Salfo, de son vrai nom Salif Traoré, a animé une formation ce samedi 11 juin à Ouagadougou sous le thème Entrepreneuriat et innovation pour le développement, formation à laquelle ont répondu des milliers de jeunes entrepreneurs et futurs entrepreneurs et qui a servi de cadre pour l'artiste ivoirien de partager son expérience avec la jeunesse burkinabé. Maxime Choubambara. On ne peut pas accompagner quelqu'un qui est assis. L'artiste musicien ivoirien et entrepreneur culturel à Salfo, de son vrai nom Salif Traoré, sous la casquette du formateur, ici à la salle de conférence de Ouaga 2000. Le lead vocal du groupe Magic System, dont le parcours inspire plus d'un, partage son expérience avec la jeunesse burkinabé sur la thématique entrepreneuriat et innovation pour le développement. L'artiste musicien, qui dit avoir bâti son succès sur 3 principes que sont la foi, la détermination et la persévérance, interpelle ces jeunes entrepreneurs et futurs entrepreneurs à croire en eux-mêmes et en leurs projets, à rester déterminés et à persévérer dans la mise en œuvre de leurs projets. L'entrepreneuriat est une thématique qui préoccupe la jeunesse africaine et qui, selon le formateur, se révèle une solution palliative au problème du chômage. Tous les jeunes ne peuvent pas être employés par l'État, tous les jeunes ne peuvent pas être embauchés par l'État. Même le privé qui apporte son soutien ne peut pas résorber toute cette masse de jeunes compétents qui attend de pouvoir entrer dans la vie active. Alors on incite ces jeunes-là, à travers la promotion de l'entrepreneuriat, à avoir d'autres solutions, à avoir d'autres opportunités pour pouvoir entrer dans la vie active. Et nous sommes venus leur donner les outils nécessaires pour pouvoir avancer, c'est-à-dire s'armer des valeurs pour pouvoir avancer dans l'optimisme. L'homme peut partir de zéro pour devenir un héros, dira le formateur, et pour ce faire, il est important de savoir allier talent et technologie, mais surtout être professionnel, c'est-à-dire maîtriser les codes de l'environnement dans lequel on évolue. Des enseignements bien reçus par ces entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui étaient des milliers à faire le déplacement de la salle de conférence de Ouaga 2000. Du côté des organisateurs, c'est un pari réussi. Oui, je peux dire que c'est un pari réussi pour la structure Onesifor parce que c'était une vision, mais on a vu la réalisation, donc on peut être content. Comme je l'avais dit, c'est pour galvaniser la jeunesse, à prendre leur destin en main. Parce que j'ai dit au Burkina Faso, le Burkina Faso est un Eldorado. Et je pense que chaque jeune peut apporter quelque chose au développement de la nation. Donc c'est pour cela qu'on a eu l'idée d'organiser la conférence avec Papa Salfo. C'est la première conférence du lead vocal du groupe Magic System au Burkina Faso. Formation qui, selon Assalfo, s'inscrit dans la continuité des activités du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, dont la dernière édition a fait la part belle à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Et c'est la fin de ce trésor. On se retrouve demain à 7h30 pour le journal matinal. En attendant, bonne suite de programmes sur True TV.